sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Radio Delta. On est ce soir à bord d'une péniche sur la Seine. On a un magnifique coucher de soleil sur Paris. C'est beau. On a une grande baie vitrée sur l'ouest, c'est magnifique. On est très heureux. Et on est très content d'être avec vous ce soir. Et on va parler des loges. Oui, des loges. Pas des loges, de l'éloge. Non. L'éloge courtois. Non, on va parler de loges. On va essayer de définir ensemble pendant ces 2 heures pour lesquelles on est réunis. On va essayer de comprendre ensemble, et c'est peut-être pour les profanes, mais pas seulement, savoir un peu ce que c'est qu'une loge. C'est quoi une loge de maçon et de maçonne? Qu'est-ce que ça représente? Comment ça vit? Comment ça est créé? Comment ça construit? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y travaille? Qu'est-ce qui s'y passe dans une loge une fois que les portes sont fermées? Et puis ça peut mourir, une loge, hein, ça peut disparaître, on le sait. Et donc on va essayer de comprendre tout ça, on va balayer tout ça. Alors, on peut déjà se poser la question de savoir en effet ce qu'est une loge, parce que autant un certain nombre de nos amis profanes, en tout cas non-maçons qui nous écoutent, connaissent en général les noms de nos grandes obédiences ou de quelques obédiences maçonniques, je sais pas, le Grand Orient, la Grande Loge nationale, le DH, la GLMF. Après, on rentre déjà dans des conciliations. Mais ils savent qu'il y a des obédiences et ils peuvent se dire: comment je fais pour adhérer au Grand Orient, ou comment je fais pour adhérer à la Grande Loge? Il y a un souci premier, c'est qu'on n'adhère pas au Grand Orient ou qu'on n'adhère pas à la Grande Loge. Alors, c'est un peu le souci qu'on doit leur expliquer, c'est que s'ils veulent appartenir à une obédience quelconque, il faut qu'ils appartiennent à une loge qui elle-même appartient à cette obédience. Donc ça va faire l'objet du débat, mais c'était pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas au fait, comme nous, de toute la complexité maçonnique. Voilà, les loges, ce sont les organes de base, les endroits un peu matriciels où on fait des francs-maçonnes et des francs-maçons. Avant de présenter nos invités, je voulais juste préciser une chose que l'on précise toujours à chaque début d'émission, c'est que toutes les personnes qui sont autour de cette table parlent en leur nom propre et ne représentent ni leur loge, s'ils sont francs-maçons, francs-maçonnes, ni leur obédience, ni un rite. Ils sont là parce qu'on les a invités, ils sont venus et on les remercie. Je vais les présenter tout de suite. Et je précise également que l'appartenance maçonnique n'est pas requise pour être invité et pour parler dans ce micro. Alors certains sont francs-maçons, francs-maçonnes, puis certains ne le sont pas. Ouais, certains le disent, certains ne le disent pas. Ceux qui ne le sont pas doivent payer. Oui, c'est ça, ils doivent apporter 2 bouteilles de champagne. Alors autour de nous ce soir, nous avons la chance d'accueillir Françoise Grapperon. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. Donc Françoise, vous êtes franc-maçonne. Et vous êtes membre de la Grande Loge Mixte de France. Tout à fait. Grande Loge Mixte de France ou la Grande Loge Mixte française? Non, Grande Loge Mixte de France. De France. Voilà. Donc merci. Et vous allez venir je crois que vous avez été vénérable de votre loge. Tout à fait. Et donc vous allez nous parler aussi de la loge vue à travers le vénéralat, c'est-à-dire celui ou celle qui préside l'atelier qu'on appelle la loge. On va préciser un peu tout ça. À côté de vous, j'ai Raphaël qui est là. Bonsoir à tous. Bonsoir Raphaël. Donc Raphaël, vous êtes... Et à toutes. Raphaël, à oui, j'allais le dire, Raphaël de la Grande Loge de France. Donc on a le défaut que nous avons tous à la Grande Loge de France de parler souvent de la franc-maçonnerie au masculin. Et quelquefois on oublie un peu qu'il y a des femmes qui sont francs-maçonnes. C'est-à-dire qu'il y a des francs-maçonnes. Donc bonsoir Raphaël. Je crois que vous avez été véné de votre loge qui s'appelait Jean Jaurès, si je ne me trompe pas. Tout à fait exact. Et donc vous allez nous parler également de votre vision, comment vous avez vécu ce vénéralat. Qu'est-ce que c'est qu'une loge pour un vénérable maître, en particulier à la Grande Loge de France, si je ne me trompe pas, au rite écossais ancien et accepté. Exact. Voilà, donc à tout de suite. Alors ensuite, nous avons Joël Bourdelat, de la Grande Loge Mixte de France également. Bonsoir. Bonsoir Joël. Donc Joël, ainsi que Françoise, vous avez été grand officier de la Grande Loge Mixte de France. Vous l'avez été, hein? Absolument. C'est ça. Et c'est pareil, vous allez aussi nous parler de votre définition. Je ne sais pas, j'aime pas trop ce terme de définition, mais qu'est-ce que ça représente
prendre pour vous une loge. Alors à côté de moi, j'ai la chance d'avoir Viviane Roth. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Bonsoir à Viviane. Viviane, vous êtes du Watar. Alors le Watar, c'est... L'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal. Voilà, ça c'est super c'est comme mot. l'acronyme de C'est ce- très très beau. Et donc, vous allez aussi nous expliquer ce qu'est une loge pour le Watar. C'est peut-être pas tout à fait la même chose que dans les autres obédiences. On va voir ça ensemble. Il y aura certainement peut-être des petites choses à ajuster. On va voir si on arrive... on n'est pas là pour avoir une définition commune, évidemment, mais on est là pour essayer de Les cerner, ressentis de chacun. pour avoir le ressenti de chacun et pour essayer de donner un peu une impression en fonction des obédiences et des sensibilités de ce que c'est qu'une loge. Est-ce que vous travaillez au rite opératif de Salomon? Mais c'est exact. Je vois que vous sûr. êtes très bien renseigné. Vous avez Ah pris oui, des oui, renseignements avant que je vienne. J'ai présenté donc les invités, mais on a aussi Jean-François Dossat, dit le pèlerin. Pourquoi le pèlerin? Parce qu'il pèlerine, forcément. Bonsoir à tous et à Jean-François. Et je crois que vous revenez d'Écosse ou d'Irlande. Alors d'Irlande. Et vous avez ramené un livre, c'est le livre auquel Voilà, donc Jean-Laurent fait j'ai référence. laissé la gourmandise à Jean-Laurent qui est en train de le déguster depuis tout à l'heure. Ah, exactement. Et c'est un bouquin qui est... enfin, Jean-Laurent en parlera. Ouais. Voilà, on va en parler tout à l'heure. C'est un bouquin de 1873 et qui est assez étonnant par Voilà. en fait une forme de modernisme sur la franc-maçonnerie. C'est un dictionnaire de la franc-maçonnerie. Maçonnerie, ouais. 1873, les droits sont épuisés, on va pouvoir les rééditer, Jean-Laurent. Alors, Essayer de choper l'idée. si j'en parle... Pardon. Et je continue le tour de table. Nous avons Yann aux manettes qui est là. Yeah. Bonsoir. Bonsoir Yann, donc toujours prêt à l'écoute des auditeurs. Et Gilles à la technique avec Ouais, ses bonsoir. micros, ses manettes. En fait, si tout ça fonctionne, c'est aussi parce qu'il y a Merde. Gilles qui est là. Avec un Parce que camouflage sinon, anti-reconnaissance faciale. D'accord, ça c'est parce que tu es revenu de Hong Kong. Ça marche bien que Gilles soit là. Oui, c'est ça aussi, il faut le dire. Et puis nous avons Daniel, Oui. Daniel Lebras qui est à la caméra. La différence entre un atelier et une loge. Alors, je vous livre... C'est oui. c'est surprenant, Jean-Laurent. Oui, je vous en prie. interromps tout de suite là parce que Ah. j'ai amené mon Jules Boucher. Ah, Vous il faut savez, toujours le avoir son JB, Jules Boucher. Le livre que notre parrain nous offre quand on rentre en franc-maçonnerie. Oui. Maintenant, il offre Irène Margui, mais Ah, le Jules Boucher pardon. est toujours le livre le plus vendu chez Dervy, il faut le Je savoir. m'éloigne. Ça s'appelle la symbolique maçonnique. Et donc, il y a un chapitre qui s'appelle, c'est le chapitre 3, qui s'appelle l'atelier. Et Oui. juste en dessous, il y a un sous-titre, Oui. c'est le temple et la loge. Donc, on a 3 termes pour un seul chapitre. Oui, c'est vrai. Alors le temple, c'était le bâtiment, mais les Américains qui sont beaucoup plus pragmatiques que nous, comme toujours, et donc dans le bouquin amené par notre pèlerin, qui s'appelle A Lexicon, donc un dictionnaire, A Lexicon of Freemasonry, qui est écrit par Albert McKay. Albert McKay était le secrétaire général du Suprême Conseil juridiction sud des États-Unis, et c'était le père spirituel d'Albert Pike, qui prendra après sa suite comme souverain grand commandeur du Suprême Conseil juridiction sud des États-Unis. Il a une très belle définition de ce qu'est un atelier, je vais le retrouver. Et donc, dans son dictionnaire, il y a marqué atelier, entre parenthèses, il y a marqué French, et à côté, la définition de atelier, il est marqué a lodge. Évidemment, ils ont raison. Un atelier, c'est une loge. Voilà. Et donc, parfois, on se perd en circonvulation. Oui, l'atelier, c'est la loge. Alors, les subtils diront que la loge, ça concerne les ateliers des 3 premiers degrés et que les ateliers concernent les ateliers supérieurs. Bon, ça peut se discuter. Mon cher Gilles, à The Technique et au dictionnaire, il faut mettre le micro, c'est le principe à la radio. Yes, I think to the question. Yes. J'ai réfléchi à la question. I thought. Il y a quelques heures. Et en fait, l'atelier, on emploie le terme atelier dans beaucoup de degrés Oui, où nous ne sommes pas dans des loges. Donc, J'entends. Je pense que c'est générique. oui, moi je pense que c'est totalement synonyme. L'atelier est là où travaillent les maçons. Et en fait, comme j'allais dire, c'est presque marqué dessus comme le Port-Salut, il y a la Grande Loge Mixte de France. La Grande Loge, c'est une fédération de loges. La Grande Loge de France est une fédération de loges. Donc, quelle est l'entité
première, c'est la loge. Alors qu'après que la loge travaille dans un temple, c'est mieux que de travailler à l'air libre, quoique on peut travailler partout, dans des tavernes. Voilà, le temple étant l'endroit physique où on rentre, et qui est, pour ceux qui pensent ça, une réplique du temple de Salomon. Voilà, le temple, c'est l'endroit. Et souvent, certains ont l'habitude de dire que les loges, c'est les 3 premiers degrés, et les ateliers, dit justement atelier supérieur et loge symbolique ou loge bleue pour les 3 premiers degrés. Mais en fait, je pense que c'est un terme qui, de mon point de vue, équivaut. Voilà. Après, on les appelle loge, on peut les appeler atelier, on peut les appeler chapitre, on peut les appeler ce qu'on veut. Alors, je vais me tourner tout de suite vers Viviane. Est-ce que... je sais pas, est-ce qu'à Ouattara, tout ce qu'on vient de dire, c'est correct, c'est juste, ça colle? Complètement maçonniquement correct. Merci. Je pense que les loges de Ouattara sont extrêmement semblables aux autres loges. Et je serais assez d'accord pour dire que c'est la plus petite unité qui existe de réunion de maçons pour constituer un ordre, une fédération, ou rester d'ailleurs seul, parce qu'une loge peut parfaitement fonctionner en tant que loge indépendante, sauvage et souveraine. Mais je dirais aussi qu'une loge peut être créée de toutes pièces. On aurait pu très bien sur ce bateau ce soir ouvrir une loge, et on peut aussi ouvrir une loge à l'extérieur, sous le ciel étoilé et sur le sol. Il y a eu des exemples malheureux de loges tenues dans les camps de concentration ou dans les prisons. Donc c'est aussi, je crois qu'il faut 7 maîtres maçons pour faire une... Normalement, pour ouvrir une loge, les travaux, que ce soit justement, même Ouattara travaille comme ça, ouais. Il faut 7 maîtres maçons pour ouvrir une loge, et on dit très bien que 3 l'animent, que 3 la forment, 5 l'animent et 7 la font juste et parfaite. Les loges appartiennent à la Fédération Olympe de Gouges. La Fédération Olympe de Gouges s'est créée dans les années 2000, ce qui est assez intéressant. Olympe de Gouges qui n'est pas encore validé au Panthéon, et c'est bien dommage. Alors, pour appartenir à la GLMF, bien évidemment, il faut partager l'idée de la mixité. C'est-à-dire que dans la démarche initiatique, il faut pouvoir se poser la question de où ai-je envie de rentrer, dans quelle obédience, et quelle est ma démarche, à la fois personnelle, symbolique et maçonnique. La loge, c'est une identité. Moi, j'étais vénérable de ma loge qui s'appelle Les 3 Points, qui est une loge qui est issue de la création quasiment de la GLMF, c'est-à-dire nous avons fêté ces 30 ans là, année 2018, fin 2018. Et c'est une identité. Les loges sont totalement souveraines, comme le disait Viviane. Et d'autre part, ce que je trouve intéressant à la GLMF, c'est que l'évolution de notre obédience, qui est une jeune obédience, issue de la GLMU, Grande Loge Mixte Universelle, s'appuie sur une dimension profondément civile, c'est-à-dire en termes de responsabilité, c'est-à-dire que la structuration associative s'aligne sur la dimension maçonnique. C'est-à-dire que chaque poste qui fait fonctionner la loge implique à la fois une responsabilité et un engagement à la fois civil, maçonnique, profane et de valeur. Donc si j'ai bien compris, il y a la loge qui a une fonction purement initiatique. Tout à fait. Et puis, en parallèle ou associé à cette loge, il y a une association loi 1901. Tout à fait. Le vénérable prend le titre de président de l'association, le trésorier est le trésorier, le secrétaire est le secrétaire. Puis après, finalement, c'est la facette, si je puis dire, civile de la loge. Oui. Et du coup... Mais pardon, c'est pas une obligation, ça? Si, c'est une obligation. C'est une obligation à la GLNF. Tout à fait. Ce qui fait que, par exemple, on retrouve, y compris en maçonnerie, parce que bon, on peut se faire beau ici. D'abord, nous sommes très beaux, tous autant que nous sommes. J'espère bien. Mais en réalité, on sait bien que les autres. Jean-Laurent. C'est ça. On sait bien que finalement, tous les groupes humains abritent la question des relations de pouvoir.
Et que dans les dynamiques de groupe, y compris dans un vénéralat, eh bien, les loges peuvent être traversées par des questions de pouvoir, d'enjeux humains, interpersonnels, confortés par la dimension initiatique qui vient catalyser aussi des dimensions affectives. Et les hommes et les femmes ne sont que des hommes en réalité. Et nous sommes humains. Ce qui fait que l'esprit... Parce que si Marie-Pascale était là, quand j'entends les hommes et les femmes sont des hommes en réalité, je pense que Marie-Pascale va apprécier. Mais bon, continuons. Bref. Profitez qu'elle ne soit pas là. Profitons. Et donc, en réalité, quand il peut y avoir un différend dans une loge, il y a bien en question la dimension initiatique qui doit prévaloir, c'est-à-dire de pouvoir réguler la question des groupes, mais en réalité de renvoyer à chacun sa responsabilité civile, c'est-à-dire de pouvoir se porter partie civile de quelque chose qui pourrait dériver. Et c'est ça la régulation d'un groupe. C'est-à-dire qu'en fait, on ne préside pas tout seul à quoi que ce soit dans une dynamique. Dans nos loges, il n'y a pas d'élection. Il y a... j'adore ça. Je l'avais dit, on attirerait la moquerie. Ah mais pas du tout, je me moque pas du tout. Camarade Turbet, taisez-vous. Donc, en général, il y a donc un vénérable qui est en exercice pour 3 ans et qui n'a pas été élu avec des boules noires et des boules blanches, c'est-à-dire pas démocratiquement, ça a été à l'unanimité. Alors ça paraît toujours invraisemblable. Ceci dit, les loges de Ouattara ne sont pas comme des loges qui ont 50, 60, 70 personnes. Il y a entre 15 et 30 personnes. Et donc, on arrive à un consensus. En revanche, l'agrément est renouvelé tous les ans. Et de même, les officiers ne sont pas élus, les officiers tournent. Il y a une rotation des offices qui se fait d'une manière aussi consensuelle. Donc, on peut être... il y a différents offices dans la loge, et je crois que ça serait bien de l'expliquer pour les profanes qui ne sont pas forcés de savoir ce que c'est un office. Et donc, ces offices sont... on les a d'une manière par rotation. Donc, tout le monde a l'espoir un jour ou l'autre de faire un travail utile à la loge. Et donc c'est une façon de fonctionner qui est un tout petit peu différente. Ceci dit, ça n'enlève rien à la souveraineté de la loge. Et alors nous, l'exercice du rite est un peu différent. Donc voilà. Donc ça, on y reviendra après. On reviendra peut-être sur les officiers. Sur le fond, c'est pareil. Sur le fond, c'est pareil. Dans l'à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie, coécrit par Jean-Laurent Turbet et moi-même, à la définition de officier de la loge, nous avons écrit frères ou sœurs qui ont dit un petit peu vite peut-être qu'ils étaient à la disposition de la loge. Bon. C'est quoi pour un véné de la Grande Loge de France? C'est quoi sa loge? Comment on peut la définir? Ou comment vous la définiriez? Alors, je la définirais comme, je dirais, vraiment un lieu à part et peut-être quelque part un non-lieu. Je m'explique, parce que quand j'ai été... le hasard a fait que j'ai présidé cet atelier pour, je dirais, se remémorer sa fondation un siècle avant. Donc c'est un travail bien entendu avec tous les frères de l'atelier. Je tiens à préciser qu'un président d'une loge, ce n'est pas justement à prendre au sens profane. Pour prendre une analogie, je dirais que c'est un petit peu comme un chef d'orchestre. La comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, s'il n'y a que le chef d'orchestre et des pupitres vides, ou des musiciens qui ne savent pas jouer la partition, on n'entend aucune note au concert. Voilà, ça je tiens à le préciser. Mais moi, surtout, ce qui me questionne et qui continue d'ailleurs de me questionner depuis que je suis descendu de charge... Alors, juste pour préciser, descendre de charge, ça veut dire qu'on passe de vénérable, c'est-à-dire on n'est plus vénérable, président, et on passe à, entre guillemets, frère de la loge. Voilà, et disons une fonction dont je tairai le nom, mais qui est une fonction d'humilité,
parce que je tiens à préciser que c'est avant tout un espace spirituel et initiatique, et donc ces offices, alors c'est aussi tout un lexique, parce que, en tout cas, au rite écossais ancien accepté, les mots nous font voyager dans le temps, et il est parfois bon de consulter des dictionnaires quelque peu anciens pour pouvoir goûter, je dirais, toute la saveur et toute la profondeur des dénominations. Donc c'est vraiment officier au sens ancien du terme, d'être officier. Et donc on voit parfois sous Raphaël le professeur de philosophie pointé sous le vénérable maître. Non. Et chaque office est un travail, et déjà un travail à mener sur soi. Il ne peut être mené sur soi qu'avec les autres frères. Oui, donc quand le président descend, il a une fonction, je dirais, d'humilité, pour comprendre que celui qui a été, disons, sous la lumière, je mets des guillemets, eh bien, va revenir au plus humble. Et normalement, ce ne doit pas être seulement des mots, mais ça doit être vécu, et ça doit aussi, je dirais, faire réfléchir, faire méditer, édifier les autres frères. Mais pour le dire vite, pour moi, la loge, ça pose la question, et on s'est tous posé la question, entre, je dirais, le côté profane, donc historique, et cette dimension initiatique qui, quelque part, échappe, en tout cas moi c'est une question que je me pose, échappe un petit peu à l'historique. Bon, quand on fait l'histoire, je dirais, d'une entité, quelle qu'elle soit, on s'appuie sur des archives, on contextualise, on a des circonstances. Et la loge Jean Jaurès, elle est née dans un contexte particulier, historique, idéologique. On a effectivement des archives, on pourrait même établir une sociologie des premiers membres. Ça, c'est une chose. Mais si ce n'était que ça, d'une part, elle aurait pu d'ailleurs assez rapidement disparaître, et d'autre part, ce n'est pas ça non plus. Sinon, nous n'aurions pas été là un siècle après. Donc, il y a la part initiatique. Et cette part initiatique, quelles sont les archives pour en faire l'histoire ? La part initiatique, c'est une attitude dans l'atelier. Ce sont certaines paroles, ce sont des gestes, c'est une manière de transmettre, je dirais, c'est une intimité due par l'initiation entre frères. Et ça, je ne sais pas quelles archives l'attestent, peut-être des archives du cœur, des archives secrètes. Secrètes, alors attention, je précise bien, pas au sens que l'on pourrait avoir des archives secrètes de la CIA. Ce n'est pas ça du tout, mais il y a une part... Dans le secret du cœur. Voilà, et je dis, et sans verser dans un discours par trop mystique, je dirais qu'il y a quelque part une part invisible, et c'est ça qui distingue. Voilà, pour nos auditeurs et nos auditrices, et je précise bien nos auditrices pour qu'il n'y ait pas de confusion. On va dire pour nos auditrices et nos auditeurs. Je progresse peu à peu. Quand on rentre dans une loge, sans rien révéler, on quitte un monde que l'on qualifie de profane. On pourrait en discuter toute la nuit, si c'est pertinent ou pas. Mais enfin, c'est comme ça, pour entrer dans un espace qui est dit sacré. Et donc, on est toujours entre les deux. Et c'est la grande difficulté quand on parle des loges de l'extérieur. Moi, je suis toujours étonné quand je regarde certains journaux, certains marronniers, c'est que je me dis, mais c'est vu de l'extérieur peut-être, mais c'est pas ça non plus. Donc, comment parler d'une... Voilà, ça suppose un langage, ça suppose une intimité. Pour moi, c'est ça, absolument. Nous étions en train de parler de la loge, et quelle est le regard, j'allais dire, avant peut-être la sociologue, de l'historienne sur les loges, quand est-ce qu'ont été créées les loges, comment ça fonctionne chez nous, enfin voilà, un point un peu de l'historienne sur l'histoire des loges dans la franc-maçonnerie en quelques minutes. Et après, je vous le dis tout de suite, je passe le micro à Philippe Benamou qui vous posera la deuxième question. Mais voilà, je vous laisse répondre déjà à la première.
Oui, ben écoutez, c'est un vrai défi cette question, parce que bien sûr les premières loges apparaissent en Angleterre dans les années 1717, un petit peu avant la création de la Grande Loge d'Angleterre. Elles vont apparaître également en France, dans les colonies américaines, dans plusieurs pays d'Europe. Et notamment, donc, au XVIIIe siècle, nous allons avoir ce phénomène tout à fait typique dont je vais peut-être vous parler tout à l'heure, qui est celui des loges d'adoption, où il y a également des sœurs. Voilà. Mais bon, je pourrais continuer. Mais Alors, loge d'adoption, ça me fait penser à adopteunmec.com, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est le contraire, c'est adopteunefemme.com, c'est-à-dire que c'est des hommes qui se disent on a des femmes qui veulent devenir francs-maçonnes, on va quand même pas leur donner leur autonomie tout de suite, faut pas déconner, on va essayer de faire un truc un peu plus... Non, c'est ça l'idée ? Alors, c'est évidemment, et d'ailleurs, plusieurs féministes américaines ont critiqué ces loges d'adoption, s'en sont moquées, mais je pense que justement, des historiennes comme Margaret Jacob ont bien rétabli la barre, et je crois que ces loges d'adoption, certes, c'était des loges qui étaient parrainées par les frères, c'est évident, mais au moins, c'était des sœurs à part entière. C'est-à-dire qu'elle tenait un office. Chaque office, en quelque sorte, était doublé. Voilà. Donc, il y avait un vénérable qui était un frère, mais aussi une sœur. Et tous les postes, comme ça, étaient doublés. Qui plus est, les offices étaient féminisés. À l'époque, on parlait sans problème de trésorière, d'oratrice, voilà. C'était... donc, les femmes étaient respectées en tant que telles. Mais nous sommes, bien sûr, dans un milieu très aristocratique. Voilà, si je me suis permis d'être un petit peu ironique, c'est bien sûr, il faut se replacer dans le contexte historique et savoir qu'à l'époque, les femmes n'avaient peut-être pas la place qu'elles ont ou qu'elles espéreraient avoir aujourd'hui, et que effectivement, les loges d'adoption étaient une façon finalement de commencer cette longue marche des francs-maçons, puisque c'est le titre, je crois, de votre ouvrage. Hein. Oui, c'est ça. Mais absolument. Et c'est vrai que si l'on compare la situation en Angleterre, il n'y a pas eu de loge d'adoption. Mais parce qu'en Angleterre, il n'y avait pas non plus ces salons, il n'y avait pas ces bureaux d'esprit où les femmes étaient présentes, comme en France. Donc c'est un phénomène très français, c'est vrai, ces loges d'adoption, mais je crois qu'il ne faut pas les minimiser parce qu'elles font partie de ce mouvement des Lumières, de cette soif de connaissance et on va dire aussi, oui, d'émancipation, à tout petit pas, d'émancipation de la femme. Prendre le fil après, c'est l'exercice chez Radio Delta, des fois on saute comme ça. Nous nous sommes croisés en fait avec Jean-Laurent le 21 mai 2018. Ah bah, j'ai pas le micro, je peux pas parler là. T'as pas le micro, donc je passe le micro à Jean-Laurent qui va rebondir là-dessus. Le 21 mai 2018, oui. Oui, pardon, oui. Oui, parce que vous aviez été la directrice de thèse de Marianne Mersch, je crois, qui a publié une thèse qui s'appelle « La franc-maçonnerie et les femmes au temps des Lumières ». Angleterre, France et territoires allemands de mémoire, et vous étiez évidemment invité lors de la remise du prix de thèse du Suprême Conseil de France, puisque Anne-Marie Mersch a eu un accessit à cette occasion. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, je me souviens très bien. Marianne a fait une très belle thèse, oui, et comparative aussi, c'est ça qui est intéressant. France, Angleterre, Allemagne, territoire allemand, à cette époque-là, au XVIIIe siècle. Oui. Et alors elle, justement, a croisé, vous voyez, les archives des loges avec des témoignages individuels. Elle est allée un petit peu chercher ce que certaines de ces femmes avaient pu écrire dans un contexte qui n'était pas maçonnique. Donc c'était très intéressant de voir comment en fait elle a croisé à la fois les archives maçonniques et puis les autres archives. Voilà. J'ai repris le micro du coup, c'est Gilles, la technique. Oui. Donc moi j'étais en train de rediffuser en direct la cérémonie. Et j'avais une question, parce que je sais pas, on n'avait pas eu tellement de temps de vous interviewer à l'époque. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette cérémonie et du prix du Suprême Conseil de France? Après, on repart dans le sujet. Ah, mais écoutez, moi j'ai l'habitude, je ne vais pas vous mentir, de la remise de prix au Grand Orient de France.
Alors c'est très différent, parce que pour le Grand Orient de France, on annonce les choses au moins une semaine avant, une semaine ou 15 jours avant, alors que là c'était vraiment l'effet surprise jusqu'à la dernière minute. Je dois dire que vraiment, il y avait un grand secret dans tout ça. Voilà. Bon, à part ça, écoutez, voilà, donc je trouve que de toute façon c'est une bonne initiative de donner des prix de thèse, d'encourager les chercheurs, d'encourager un véritable travail de recherche scientifique sur la franc-maçonnerie. Et surtout de ne pas considérer que la franc-maçonnerie est une discipline à part. Ça vraiment, à un moment donné, on parlait de maçonnologie, c'est un terme affreux. Non, je crois que la franc-maçonnerie doit être étudiée dans plusieurs champs disciplinaires, que ce soit l'histoire, la sociologie, voilà, les études de langue, enfin tout. Je crois qu'il ne faut mettre aucune barrière, voilà. Et c'est comme ça que justement les recherches sur la franc-maçonnerie seront respectées. Je tenais à préciser, mon cher Philippe, que c'était le numéro 1 de la saison 2 de La Petite Histoire. La petite histoire de Mitch. Nous sommes au XVIIe siècle. Le sage Jean-François revient d'un pèlerinage à Compostelle et il passe par Paris et ses faubourgs afin d'y visiter un parent éloigné qui loge sur les flancs de la butte Montmartre. Hola Yann, comme je suis heureux de te revoir. Et tu as toujours ton fidèle chien Diabolo avec toi. Hola Jean-François, comment vont mes tantes du pays de Brocéliande? Bien, mon cher Yann, mais j'ai fait grande marche depuis Compostelle. N'aurais-tu pas quelques vins à boire? Oui, mais ce n'est que du piccolo. Du piccolo? Qu'est-ce donc? C'est le vin qui vient des vignes voisines. Ce sont des menettes qui l'ont planté il y a longtemps. Mais je te préviens, c'est loin des breuvages de Sénou. Ici, point de Soussène. De quoi? De Soussène. Ah, de Chouchet, très bien. Bon, on va pour ton piccolo. Mais c'est affreux. C'est une mixture du diable. Les Andici disent qui en boit peinte en pisse carte. Je t'avais prévenu, hein. Oh, je sens que je vais être malade. Il ne fallait pas en boire de trop, hein. Tu as abusé du piccolo. Ici, on dit picoler, sergent François. Et te voilà dérangé. Et voilà comment le terme picoler désigne depuis le fait de boire à outrance. Voilà la petite histoire. Un atelier, c'est aussi un espace où on construit ensemble. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on construit ensemble dans une loge? Alors, ce que l'on construit, on expérimente en réalité. C'est-à-dire que chacun occupe sa place, la place qu'il décide d'occuper, son engagement, son travail personnel, collectif. Et c'est ce que la maçonnerie, elle nous offre, c'est-à-dire de pouvoir réutiliser la dimension collective, chose qui se joue de moins en moins dans notre société profane. Voilà l'espace initiatique. Et c'est pour cela que c'est un projet résolument moderne. Alors, bien sûr, la démarche philosophique est importante. Enfin, la dimension maçonnique, elle utilise deux voies. La dimension philosophique et la dimension symbolique. Ce sont ces deux trépieds. Et c'est cela qui nous permet d'avancer. Voilà l'esprit d'une loge. Et c'est dans cela que l'on peut trouver la dimension fraternelle, parce qu'on est à égalité, parce que chacun accepte d'être à nu dans ce qu'il est. C'est-à-dire que chacun de nous accepte de se confronter à lui-même. Et c'est ça l'important en fait, parce que nous sommes tous perfectibles et que l'important c'est de savoir ce que nous sommes et d'avoir la volonté de le changer. Se changer soi-même. C'est quand on se regarde dans le miroir, se dire voilà, je sais que je suis cet homme-là, qu'est-ce que je peux faire pour être un homme meilleur? Quand je dis homme, vous avez tous remarqué qu'il y a un H majuscule, ce qui veut dire que ça comprend aussi les sœurs, puisque nous sommes à la Grande Loge Mixte de France. Ce serait maladroit quand même d'oublier les sœurs à la Grande Loge Mixte. C'est pour ça que tu as vu la majuscule. Oui, bien sûr. Ce qui est important, en fait,
c'est d'aider, c'est que les apprentis qui rentrent chez nous soient aidés par les plus anciens et que ainsi se forme une chaîne d'amélioration de l'être humain. Pour tout ça, arriver à sortir dans nos cités et d'essayer d'amener notre façon de travailler au centre de la cité, parce que c'est bien ça l'essentiel, c'est de dire voilà, écoutons les autres, prenons ce qu'il y a à prendre dans ce qu'on nous dit, soyons prêts à accepter que certains de nos frères, de nos sœurs ou des gens profanes que nous rencontrons sont pas nécessairement d'accord avec nous, et puis ensuite de faire un tant soit peu de retour sur soi-même pour y réfléchir. Et ça marche ? Ça marche ? Je pense que ça marche, parce que sans ça, on n'aurait pas 300 ans cette année. Parfait, ça marche. Je vais revenir et je vais passer la parole, il va comprendre vite pourquoi, à Raphaël juste après. Je voudrais revenir sur les noms des loges, ce qu'on appelle les titres distinctifs. J'ai un petit annuaire qui concerne plus la Grande Loge de France que les autres. Il y a une vingtaine ou une trentaine de loges qui s'appellent la tradition écossaise, la tradition ésotérique, les stellas, les étoiles. Alors, une bonne cinquantaine de Saint-Jean, Saint-Jean de Revermont, Saint-Jean de Provence, etc., etc. Je passe les frères, etc., l'harmonie, les disciples d'Erasme, tous les disciples, les Écossais de quoi ou d'autre, les Cœurs unis, la connaissance, l'Arche du Verseau, etc. Et puis, donc, on voit bien la teneur un peu symbolique de ces loges, en tous les cas dans leurs titres distinctifs. Mais quid ? Là, je ne cite que des loges de la Grande Loge, pour pas citer d'autres noms, d'autres obédiences. Mais quid d'Antonio Cohen, d'Auguste Comte, de Benjamin Franklin, de Charles Magnette, de Condorcet, droit de l'homme, de Connaissance et progrès, de Le contrat social, de Cosmopolite, de Courbet, de Les disciples de Félix Eboué, les disciples de Sadi Carnot, Émile Zola, l'émir Abdelkader, Espagna, Italia Libera. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je vais demander à Raphaël pourquoi à la Grande Loge de France, en février 1917, en pleine Première Guerre mondiale, après Verdun et avant le Chemin des Dames, il se crée une loge au titre distinctif de Jean Jaurès à la Grande Loge de France. Alors, ça rejoint cette question, je dirais, de l'histoire et de ses contingences sociales, matérielles, idéologiques, et de ce qu'a pointé ma voisine sur l'initiatique, qu'il faut peut-être distinguer presque de l'initiation. Je m'entends, effectivement, l'initiation peut faire l'objet d'études historiques. En revanche, l'initiatique, c'est une action intérieure qui ne peut se mener que dans ce groupe, entité qui s'appelle la loge. Et c'est autre chose, c'est une force. Et avant de répondre à la question, je voudrais juste dire qu'une loge, c'est moins un espace de liberté que de libération. Car... Et justement, ça va m'amener à l'origine de Jean Jaurès. Quels que soient les idéaux, il faut bien que nos auditrices et nos auditeurs dits profanes comprennent que ça passe par un travail, par un rite. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de rassembler des hommes, des femmes ou des hommes et des femmes, je dirais, comme on dit, de bonne volonté ou animés par je ne sais quel idéal, qui peut être très beau ou quel qu'il soit. Ça passe par l'exigence d'un rite. Et c'est seulement parce qu'il y a ce rite que cette chose, cette socialité, cette socialisation si particulière, si singulière, si étrange, fait que de jour au lendemain,
des hommes qui ne se connaissent pas ou des femmes qui ne se connaissent pas ou des hommes et des femmes qui ne se connaissent pas deviennent sérieusement, ce n'est pas seulement un effet de rhétorique, de frères et de sœurs. Et ça, c'est quand même tout à fait à part, tout à fait singulier, et c'est véritablement la spécificité. Et c'est peut-être ce qui distingue d'une simple utopie où l'on veut effectivement faire un paradis sur terre. Et comme l'a dit un grand poète, ça se termine souvent en enfer. Donc, ce n'est pas ça. C'est pas parce qu'il y a justement ce rite, ce travail sur soi, qui suppose d'ailleurs tout un processus symbolique de mort et de renaissance, que ça va rendre possible. Et donc, c'est un phénomène complètement à part, parce que je dirais que c'est toujours un pas de côté vis-à-vis de la société. Chaque société se crée de ses représentations, à ses certitudes, à ses idéologies qu'elle tient pour vérité, quelle que soit la nature de ces idéologies, d'ailleurs, là aussi il faut le dire, et pour que cette socialisation existe, il faut quand même se déprendre de ce que nous prenons pour nos vérités, et déjà nos vérités tout simplement de notre monde. Il faut concevoir un autre monde, un autre monde. Alors peut-être, je ne sais pas si un maçon pourrait prendre la même devise que James Bond, le monde ne suffit pas, mais en tout cas, il faut bien créer autre chose. Alors justement, Jean Jaurès, bah oui, au départ, c'est très particulier. Ce sont effectivement des frères du Grand Orient qui, en pleine Première Guerre mondiale, sont pacifistes, avec effectivement, il faut le dire, avec une volonté. Voilà, c'était leur opinion, quand même révolutionnaire. On est quand même dans une période particulière. Il ne faut pas oublier que 1917, il va se passer un grand bouleversement en Russie. Et donc, ils souhaitent créer une loge avec un engagement politique du moment. Le Grand Orient, pour des raisons d'union sacrée, va refuser. Et c'est effectivement la Grande Loge de France qui va accepter. Et cette loge, donc, va prendre comme figure emblématique, bien entendu, Jean Jaurès, considéré comme apôtre de la paix. C'est ce Jean Jaurès-là, ce Jean Jaurès politique qui est choisi, et pas forcément ni le Jean Jaurès philosophe, peu connu d'ailleurs de son temps, encore moins le Jean Jaurès critique littéraire, tout à fait paradoxal et souvent complètement étonnant, et très différent de sa statue, qui est choisi. Mais cette loge, il faut le dire, a même quand même en 1918 fêté le centenaire de la naissance de Karl Marx. Voilà, comme ça, c'est clairement dit, c'est noté. Mais il faut savoir qu'en 1920, justement, au nom, et je ne rentrerai pas de savoir quelle interprétation on peut en donner, un certain Trotsky estime, et d'ailleurs d'une manière assez cohérente au regard du marxisme, qu'il ne peut pas... On ne peut pas être à la fois et franc-maçon et communiste pour une raison très simple et très philosophique. Et tout ça est très cohérent. C'est d'ailleurs une forme d'antimaçonnisme extrêmement intéressant dont on parle extrêmement peu, qui est l'antimaçonnisme, je dirais, à fondement. Je ne parle pas à fondement marxiste, et qui est extrêmement intéressant parce qu'il pose la question de l'histoire et de l'initiation. Parce que si effectivement on considère que la société n'est que matérielle, si on considère que nos représentations, nos discours sont toujours quelque part les discours d'une classe dominante, à partir de ce moment-là, eh bien, que des hommes, bon là c'était les hommes, qui peuvent appartenir à des milieux sociaux différents, qui peuvent avoir des opinions différentes et qui se réuniraient au nom d'un initiatique, d'un spirituel, eh bien c'est un leurre. C'est tout simplement un mensonge. Ce ne sont donc soit des contre-révolutionnaires qui n'osent pas dire leur nom, et dans la bouche de Trotsky, qui est extrêmement, je dirais, véhément, ce ne sont que de sales petits bourgeois. Et il faut faire un choix. Certains ont fait un choix, dont le premier président de la loge, un instituteur qui avait un style très flamboyant, très rhétorique, un homme très passionnant,
Laurent Rosière, dont il faut savoir d'ailleurs qu'il fut le créateur d'une revue, l'Étoile flamboyante, qui est l'ancêtre de point de vue initiatique, quelque part, et qui a écrit un texte admirable, très très bien écrit, Agir, et que nous avons lu, entre autres, lors de cette grande cérémonie du centenaire. Nombreux ont donné leur démission et d'autres sont restés, et peut-être sous la houlette, mais il y en a plusieurs, effectivement, d'Antonio Cohen, lequel écrira entre autres un livre admirable sur Dante et sur l'initiatique et la littérature. C'est aussi un très beau livre sur l'écriture de Dante. Vont rester. Et justement, pourquoi ils restent? Parce que quelles que soient leurs opinions, quels que soient leurs engagements, ils pensent qu'il y a une spécificité laquelle n'est pas réductible à une appartenance ou à un déterminisme social. Et on retrouve ça. Et donc, je ne dis pas parce que je suis forcément extrêmement attaché à cette loge, pour maintes raisons, mais sans vouloir être dans l'emphase ou dans l'excès, je pense que dans son histoire, dans cette histoire extérieure, elle pose la question essentielle de l'histoire, je dirais, de l'histoire, alors là qui était vue dans un projet révolutionnaire, elle pourrait être vue autrement, on pourrait donner d'autres exemples, et justement de ce qui fait la spécificité de l'initiatique. Et la loge Jean Jaurès a continué son histoire, et aujourd'hui, effectivement, c'est une loge qui n'a, je dirais, où il y a des frères d'opinion, de convictions religieuses, politiques, philosophiques, extrêmement diverses, mais qui ont ce point en commun d'être dans ce processus de rite. Nous connaissons notre histoire, on n'en a pas à en rougir, voilà. On ne fête pas d'ailleurs spécialement des anniversaires de Karl Marx, du tout. Et mais certains le lisent d'ailleurs, on est libre, on lit de tout. Et certains, et d'ailleurs, certains de mes... l'un de mes prédécesseurs a organisé, d'ailleurs c'était passionnant, tout un travail, je veux dire, avec des chercheurs, des spécialistes sur tous les aspects de la pensée de Jean Jaurès. Il se trouve que le philosophe était une grande philosophie de spiritualité, d'ailleurs, dont certains passages feraient frémir certains qui se disent jaurétiens. Ne parlons pas du critique littéraire qui avait une admiration sans borne pour Barbé d'Aurevilly, immense auteur, mais dont on connaît les opinions politiques. Effectivement, on est assez loin d'un projet révolutionnaire, mais le style et la liberté de ton est telle que ça vaut toutes les révolutions. Enfin voilà, donc nous sommes allés effectivement, je crois, dans une complexité. Et puis un titre distinctif, c'est un titre distinctif, et j'ai envie de dire, je crois qu'il était maçon, je n'en sais rien, je vais peut-être dire une bêtise, je crois l'avoir lu, je sais qu'il n'était pas révolutionnaire, mais qu'il a parlé admirablement des causes de la Révolution française et de la démocratie en Amérique. C'est Tocqueville, à qui quelqu'un lui demandait finalement, oui, mais alors, vous êtes contre tout ça? Et il faut toujours être prudent avec les anecdotes, il aurait répondu, je me laisse habiller par mon tailleur. Voilà, bon, après tout. Eh bien, nous avons notre tailleur, il n'est hors de question de renier le tailleur, mais nous portons à notre façon notre costume, nous le vivons, et je crois que c'est ça. Et pour en conclure, j'ai beaucoup trop parlé, parce que je reviens, c'est quand même un processus complètement à part, et je pense que... Et je ne veux porter aucun jugement de valeur sur des idéologies quelles qu'elles soient, mais je crois que ce qui détermine, on peut peut-être vouloir comme Rimbaud changer la vie, mais la maçonnerie nous dit que l'on soit conservateur ou plutôt progressiste, qu'importe tous ces termes, ce que vous voulez changer la vie ou autre chose, il faut commencer par travailler sur soi-même, faire la lumière sur notre part d'ombre qui peut être redoutable, et cela ne se peut se mener qu'avec des frères et des sœurs, frères ou sœurs, et qu'importe, chacun choisit comment il s'y sent. Voilà ce qui se passe, et là,
effectivement, je crois que ça vaut. Il se passe quelque chose qui est toujours de profondément d'actualité et qui apporte énormément. C'est de quitter un petit peu la nature sociale pour recréer quelque chose, mais dont je précise bien, à mon avis, qui n'est pas une utopie parce qu'il y a le rite. Voilà. Alors là, on frappe sur la table. On applaudit parce que vraiment tu nous... Voilà, alors, la Ruche d'Orient, c'est une loge... Ouais, merci Jean-François. C'est une loge qui date de 1908. Donc de la Grande Loge de France. Qui est de la Grande Loge de France, qui porte le numéro 401. Voilà, alors que Jean Jaurès, c'est 469. Ouais, c'est petit jeune, Jean Jaurès. Donc voilà, nous sommes 1908. Donc 1908, c'est juste après la séparation de l'Église et de l'État. Et la Ruche d'Orient est une loge qui était, comme son nom l'indique, qui était à Saigon. Donc c'est une loge extrêmement vive et vivace. Pourquoi ? Parce que la Ruche d'Orient avait un dispensaire, avait des écoles. Donc la majorité des frères qui étaient à la Ruche d'Orient étaient des militaires. Donc et il y avait vraiment quelque chose qui était là, alors je crois qu'il y a une de nos sœurs qui a parlé tout à l'heure de sociétal. Je crois que c'est toi, Françoise, qui a parlé de sociétal. Et la Ruche d'Orient était vraiment impliquée justement pour permettre, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en 1908, les indigènes n'avaient pas droit à être initiés. Il n'y a uniquement que les Européens, c'est-à-dire les Français ou autres, qui étaient initiés. Les indigènes, c'est-à-dire que ce soit qu'on appelle l'Indochine, que ce soit le Vietnam ou autre, ne pouvaient pas être initiés. Donc cette loge qui était présente a eu une histoire quand même extraordinaire. Alors il y a un très bon livre qui a été fait par un de nos frères qui l'année dernière sur les loges qui existaient du Grand Orient. Et là, il est en train de faire une histoire sur les loges qui étaient de la Grande Loge de France. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y avait quand même une relation. Et Gilles à la Technique, qui est ici présent, a des documents que nous avons retrouvés parce que nous avons notre parrain qui est commun, à qui, effectivement, nous... Pardon. Ce soir, nous dédions cette émission. Et pardon, notre frère Gérard avait avait récupéré sur Internet, je crois, des documents concernant la Ruche d'Orient, et dans lequel alors la Ruche d'Orient a eu une fille qui s'appelle Confucius, dont on connaît tout le monde Confucius. Et à l'époque, alors je ne dis pas que ça soit d'actualité, attention, mais à l'époque, le vénérable maître de Confucius était impliqué dans une affaire d'opium. Et voilà. Et non, Jean-François, on a dit qu'on ne parlait pas de ça parce que. Bon... voilà, mais on a des prix et de la bonne. Voilà, et je dois dire que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons ces lettres qui étaient cachetées, qui venaient directement ici à la Grande Loge. Donc Gilles et moi avons ces documents en main. Et c'est extraordinaire parce que quand on voit l'histoire et l'historique de ces loges, on s'aperçoit qu'effectivement, les frères, oui, avec peut-être quelques travers, il faut les excuser. Il faut les excuser. Et moi, je dois dire que c'est quelque chose, mais bon, hormis ça, hormis ce trafic d'opium, quand même, il s'impliquait énormément dans la vie des indigènes qui étaient présents ici sur l'Indochine, ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine, et effectivement essayer, et ont essayé d'élever les gens, d'instruire les gens, puisqu'ils ont ouvert des écoles, ils ont ouvert des dispensaires, ils étaient là. Donc après, en 1954, bon, effectivement, après l'indépendance du Vietnam qui a été faite, donc
la ruche d'Orient est arrivée ici sur Paris et les feux ont été réallumés en 58. Et c'est l'année de ma naissance, je dis ça comme voilà, ça. alors, moi je suis né en 52, donc 6 ans plus tôt. Et c'est que c'est extraordinaire, c'est parce que la fois dernière, nous étions dans un salon au Géo où un frère justement a sorti ce livre sur les loges qui étaient au niveau de l'Indochine, alors que ce soit du Grand Orient ou de la Grande Loge de France, et on s'aperçoit qu'effectivement, et ça rejoint un petit peu ce que nous disions tout à l'heure en préambule, c'est que effectivement les frères ont essayé quand même d'amener, je dirais pas forcément un certain confort, mais à ce que les gens sont instruits, et c'est beaucoup d'instruire la population. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ça peut paraître dérisoire, mais à l'époque, il faut voir 1908, d'avoir un dispensaire, d'avoir des écoles. Que je mets Grand Orient et Grande Loge de France ensemble. C'était énorme, c'était beaucoup. Et peut-on alors aujourd'hui se targuer de faire la même chose? Tu oublies de dire, Jean-François, que nous avons perduré la tradition de la ruche d'Orient parce qu'il y a quelques années, nous avions Achille Zavata sur nos colonnes. Effectivement, notre frère Gilles Zavata était chez nous. Qui fut enterré en grande pompe. Alors, comme on dit, je pense qu'il y a nous avons deux frères, Philippe Benamou et Jean-Laurent Turbet. Et Achille Zavata qui ont marqué comme quoi Achille Zavata était enterré en grande pompe. Mais Achille Zavata ayant été enterré, il y a eu un orchestre tel qu'on le voit à Nouvelle-Orléans, où les frères ont joué de la musique, enfin des frères ou autres, peu importe. Et moi je dois dire que ce sont des moments, bon, je n'y ai pas assisté personnellement, par contre moi j'ai assisté à un enterrement aux États-Unis, et je dois dire que quand on voit des frères qui sont là, qui jouent, mais qui jouent avec leur cœur, et je reviens un petit peu à ce que nous disait notre frère Raphaël tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est notre cœur qui nous commande. Et quand nous arrivons à avoir ce cœur, cet égrégore, on peut tout faire. Le monde nous habite et nous habitons le monde. J'ai dit. Merci Jean-François. L'intervention de Jean-François est intéressante parce qu'en plus, on pourrait laisser croire, par rapport aux échanges que nous avons eus, que la loge finalement est auto-centrée et qu'elle ne travaille que pour elle-même, que pour les frères et les sœurs qui la composent. Alors, c'est vrai que dans nos rituels, alors on va peut-être voir, c'est peut-être différent dans certains rituels, mais il est dit qu'il faut porter en dehors l'œuvre commencée dans le temple. Et c'est un point sur lequel on assiste souvent. C'est vrai que quand on est jeune apprenti, on ne comprend pas très bien qu'est-ce que je vais porter en dehors, je ne comprends rien, je ne sais pas ce qui s'y passe, etc., etc. Après, quand on chemine un petit peu dans la démarche initiatique qui est personnelle, qui est la nôtre, on comprend un peu ce que Raphaël disait, c'est-à-dire que si on veut changer le monde, il faut peut-être commencer par s'interroger sur soi-même. C'est-à-dire qui sommes-nous pour vouloir changer le monde déjà? C'est très orgueilleux ça de vouloir changer le monde finalement. Donc qui sommes-nous? Il nous reste 5 minutes avant de conclure et je voulais laisser la parole à chacun de nos invités pour dire quelques mots justement sur toujours cette idée de loge par rapport à votre expérience personnelle en fait. Qui commence? Allez, Françoise. Moi, j'ai bien commencé. En fait, l'histoire de la maçonnerie, c'est la question de la transmission. C'est-à-dire que, en fait, ce que ça nous inculque, c'est qu'avons-nous à transmettre. C'est-à-dire ça démarre au tout début de l'initiation et ça nous accompagne tout au long de notre vie. Et on se rend compte que, en réalité, on n'est pas grand-chose, quoi. On écrit notre histoire. On écrit notre histoire et par exemple, moi, je suis rentrée en maçonnerie parce que j'avais une représentation masculine de la maçonnerie. Je n'avais pas de représentation féminine. Alors, j'ai commencé par la maçonnerie féminine. Et puis après, j'ai quitté parce que, véritablement, moi, Françoise Grapperon, c'est la question de la mixité. J'étais dans le secteur éducatif et social. Et mon altérité, c'est des hommes et des femmes. C'est mon ADN. J'ai une conception de liberté, égalité, fraternité. Alors, je ne sais pas ce que je vais transmettre. En réalité, j'ai fait un cancer. Ma vie, c'est au jour le jour.
demain, ma vie, elle peut s'arrêter. Voilà. J'ai compris qu'une chose en maçonnerie, une seule chose. Pour moi, la plus essentielle, c'est deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. En réalité, ce que tu es, c'est peut-être pas très beau, c'est peut-être pas transcendant, ça va peut-être pas faire triper des foules. En plus, j'ai 60 ans, donc voilà, je suis dans un écart générationnel. C'est pas génial, quoi. Mais en réalité, moi, je suis reliée au monde. Et voilà ce que c'est que la transmission. En fait, voilà, ce que je comprends de la maçonnerie, c'est que en dedans et en dehors, il y a un lien qui est indéfectible. C'est-à-dire, ce qu'on travaille en loge, eh bien, ça nous relie à l'extérieur. C'est-à-dire que j'aime la jeunesse, je regarde mes enfants, mes petits-enfants, je pose un regard sur l'humanité. Je me dis, voilà, peut-être que je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout, je n'ai pas toutes les réponses. Il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi. L'intelligence, c'est pouvoir se fédérer à d'autres intelligences. C'est tout ce que je comprends de la maçonnerie. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai à en dire. Merci Françoise. Joël ? La maçonnerie, la loge, le parcours initiatique, la démarche. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de savoir que les loges, elles sont autonomes, elles sont comment dirais-je, maîtresses de leur propre avenir et de leurs propres travaux dans le cadre du règlement général, mais qu'elles ont aussi des devoirs, des responsabilités vis-à-vis des obédiences, puisqu'il faut qu'on continue, que ces loges perdurent. Ce qui est important, c'est ça. C'est en fait que chacun des membres de la loge est intimement inscrit dans cette loge. Il est responsable de l'avenir de sa loge. Cette loge, c'est une entité, c'est une autre famille. Contrairement à ce que certains pensent, il y a une fraternité essentielle au sein de la loge, mais c'est aussi une responsabilité énorme. Chacun de nous est responsable de la loge, chacun de nous accepte ou n'accepte pas de prendre des responsabilités. Rares sont ceux qui n'acceptent pas, mais ceux qui n'acceptent pas sont ceux qui n'ont pas la possibilité, souvent parce que le travail aujourd'hui est chronophage et que c'est assez compliqué de se libérer des fois. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des loges qui se sont éteintes tout au long de ces 300 ans de maçonnerie parce que des responsabilités n'ont pas été prises à l'intérieur des loges. Il y a des frères et des sœurs, ou des frères d'un côté et des sœurs de l'autre, où c'est pas le problème, mais il y a sans doute des membres de loges, des loges qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour tendre vers le meilleur, pour amener des gens à s'émanciper de la vie sociale et de la vie professionnelle. Et ça qui est important, c'est de dire aux gens, mais il existe autre chose, il y a une autre façon de penser, il y a une autre façon d'avancer dans la vie. Ça ne va pas vous obliger à des choses insupportables. Tout est gravé dans la loi. Nous sommes des gens normaux comme les autres, sauf que nous avons une autre façon de travailler. C'est ça qui est important, c'est que nous travaillons différemment, nous respectons ce que les autres nous disent. Nos frères nous disent quelque chose, eh bien on est tenu d'entendre ce qu'ils nous disent. On n'est pas obligé de partager leurs avis. Et nos sœurs aussi, bien sûr. Mais excuse-moi, François, je suis désolé, mais ça. Excuse-moi, je suis vraiment désolé. Non, donc en fait, nos frères et nos sœurs nous disent des choses, et c'est vrai que c'est important de les entendre, parce qu'on ne détient pas la vérité vraie. Personne ne détient la vérité vraie. La preuve, c'est qu'on la cherche. J'ai dit. Viviane. La loge. Alors, on est parti tout à l'heure. On est parti tout à l'heure de la définition de la loge et on a donné, à mon avis, et j'ai donné une définition que j'apprécie beaucoup. J'ai dit que c'était la plus petite partie d'une obédience, d'un ordre, d'une fédération. Et de la même manière, je dirais que le frère, la sœur, c'est la plus petite partie de la loge. Et un peu à contre-pied de ce que disait notre frère, mais ça marche dans les deux sens. Je dirais que
en tant que plus petite partie de la composition de la loge, il faut qu'on fasse chacun énormément pour notre loge. Nous devons nous donner pour notre loge et pas seulement attendre que notre loge fasse pour nous. Et lorsque nous donnons pour notre loge, pour cet endroit où on est finalement coucouné, si on le souhaite, si on le veut, par le rite, par les frères, par le rituel et par la structuration extrêmement ferme de la loge, eh bien, je crois qu'il faut qu'on fasse tous, chacun un effort pour que notre loge devienne plus belle, plus forte, plus fraternelle, plus... Voilà. J'ai dit. Raphaël, quelques mots, conclusion. Je ne sais pas si on peut conclure sur la loge. Non, il ne faut surtout pas conclure parce que je pense que ça la rabattrait du côté profane, historique ou idéologique. Il y a un mot qui me vient, c'est le mot beauté. Le plus beau de la loge, c'est de cheminer avec des frères, des sœurs, des frères et des sœurs qui, dans le monde profane, ont des itinéraires, des appartenances diverses. Et moi, je suis très sensible à la diversité de départ quand on rentre dans une loge. Je pense qu'une loge, ce n'est pas affinité et plus si affinité. Pour moi, une loge qui transmettrait la lumière seulement à un type prédéterminé, je dirais, de sensibilité, d'appartenance, quelle qu'elle soit, risquerait de se mettre en danger et de perdre l'initiative. Ensuite, il faut que les personnes qui, je dirais, veulent accomplir cette démarche soient prêtes sur un point, c'est-à-dire de réfléchir à elles-mêmes, de se déconstruire, parce que pour construire, il faut se déconstruire avec des personnes qui peut-être n'ont pas les mêmes points de vue au sens profane, et de l'accepter réellement, c'est-à-dire sans restriction mentale. Ça, c'est capital. Mais ensuite, de préjuger, pour ma part, non. Et donc, justement, ce beau, comme on dit, c'est dans les constitutions d'Anderson. Bon, là, c'était des hommes, on va le prendre au sens de l'être humain, des hommes qui ne se seraient jamais rencontrés. Et quand on regarde finalement la vie sociale, même la vie sociale de nos jours, finalement, bon, il y a les liens familiaux. Ensuite, on se trouve, je dirais, dans des liens sociaux. On peut être dans la vie associative. On est les anciens de telle école, de telle fac. On est réunis par des appartenances professionnelles. Voilà, c'est ça. L'idéologie, quel qu'il soit, peut créer également des affinités. Et finalement, on s'aperçoit qu'on relève de paramètres de sociologue. J'ai rien contre la sociologie. Mais je pense que la loge doit être, s'il y a des sociologues qui nous écoutent, c'est pas du tout c'est un peu de provocation, mais ça n'a rien contre les présupposés méthodologiques de la sociologie, doit être un pied de nez à la sociologie. Il y avait Bourdieu qui parlait de reproduction sociale. Je pense que la loge n'est pas là pour faire de la reproduction sociale. Au contraire, ça doit être autre chose par le rite. Et ça, je crois que c'est beau. Voilà, je parle de beauté. C'est une promesse. C'est fragile parce que ça ne tient à pas grand-chose. Une loge peut avoir 100 ans, plus de 100 ans, et on défait plus vite qu'on ne fait. Donc c'est très très fragile et ça tient, je dirais, par la qualité du travail, de l'engagement et du lien qui se crée. Voilà. Et du lien qui se crée et du lien tout simplement du cœur, de la réalité sans discours. Et c'est comme ça que ça se perpétue. Alors, si je pense à la loge Jean Jaurès, oui, effectivement... On n'est pas spécialement convaincu qu'il y a un sens de l'histoire. Nous n'avons pas de projet révolutionnaire en vue. Mais, voilà. En tout cas, on ne le dira pas. Mais on chemine tous ensemble. Et, dernier point, c'est important, parce qu'effectivement, il ne faudrait pas laisser entendre qu'il n'y a que la loge. Un maçon, c'est un voyageur.
Et ce qui est extraordinaire et ce qui est très beau, c'est quand on se rend dans une loge que l'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, qu'on va quelque part et qu'on ne connaît personne. Mais ça nous est tous arrivé d'être invités dans des cocktails où on ne connaît personne. À la fin, très souvent, on ne connaît toujours personne. Bon, sauf quelqu'un qui ne connaissait aussi personne. Voilà, on est deux à ne connaître personne. En loge, non. Et même si on ne connaît pas vraiment, donc il y a ce lien aussi, je voudrais le dire. Et au-delà des côtés obidentiels, les loges sont ensemble. Voilà. Merci Raphaël. Alors, on va conclure l'émission, mais avant, je vais donner la parole à Jean-Laurent, puis Jean-François, puis Gilles, puis moi j'aurai quelques mots à dire sur un bouquin que j'ai reçu. Alors Jean-Laurent. Alors en 2 minutes, donc en 12. En 2. Merci Jean-Laurent. Juste vous parler d'une expression souvent utilisée, le maçon libre dans la loge libre. Juste pour nos auditeurs qui auraient à plancher là-dessus, celui qui a dit ça, tout le monde, on le cite, il s'appelle Paul Goumin-Cornille et c'était le premier président de la Grande Loge symbolique écossaise en 1880, membre évidemment comme Gustave Mesureur de la justice numéro 133 de la Grande Loge de France. Juste quand on parlait de ce qu'était une loge, de ce qu'est un temple, de ce qu'est un atelier, et d'aller au dehors, et ce qu'il y a des loges au dehors. Je ne sais pas si vous vous rappelez du roman de Christian Jacques qui s'appelait Le Moine et le Vénérable. Eh bien, en fait, c'est tiré d'une histoire réelle, puisque en 1926, il y a quelqu'un qui s'appelle José-Édouard Laval. Il est initié au sein de la loge Minerve, qui doit aussi se situer aux alentours de 400 et quelques. De la Grande Loge. Je vous passe vite. José Laval est résistant. Il est déporté, arrêté, torturé, etc. Il est déporté à Buchenwald et à Buchenwald, il fait la rencontre d'un prêtre et ils se promettent tous les deux de construire là un temple maçonnique. Alors un atelier, une loge ou un temple, voilà. De ses mains et le prêtre, s'il s'en sort, de construire une petite chapelle. Ils vont tenir parole et José-Édouard Laval va s'installer près de Presles, là, en haut du 95, et il va construire de ses mains pendant une bonne vingtaine d'années le temple de Presles, qui est non seulement un temple de nature, pour ceux qui y sont déjà allés, mais un vrai temple où tout a été buriné, construit, taillé dans la pierre par José-Édouard Laval lui-même. Donc voilà, c'est ça aussi, les loges dans des endroits où il ne devrait pas y en avoir, avec des prêtres où on n'était pas vraiment des amis, mais est-ce que c'est ça l'essentiel quand on est dans des camps de concentration ? Et de reconstruire après, spirituellement, et pas seulement spirituellement, avec ses mains, des temples de lumière, et par des temps qui s'assombrissent un peu, après tout, construire des temples de lumière, c'est quand même pas si mal que ça.